Jean-Michel Aulas, c'est la personnalité numéro un de l'Olympique Lyonnais. C'est sans doute le président le plus emblématique, en tout cas à l'heure actuelle, du football français. Est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter qui est Jean-Michel Aulas, ses qualités, peut-être les défauts, voilà, ce qu'il faut retenir? Je pense que c'est quelqu'un c'est un vrai entrepreneur, comme on dit à Lyon, un entrepreneur qui veut créer, qui veut laisser une trace et qui est là pour son club et qui défend son club. C'est quelqu'un qui a toujours un coup d'avance. Chaque fois, Bernard Lacombe qui me raconte, dès qu'il est allé le chercher, Bernard Lacombe qui était à Bordeaux à l'époque, 87-88, quand il arrive, il dit, ben voilà, nous, on sera en Europe dans X années et surtout, on aura une télé. On a une télé de club. On est dans les années 90. C'est un truc impensable à l'époque. Donc, il y a toujours un peu un temps d'avance à ce niveau-là. L'histoire du stade aussi, la propriété, c'est quelque chose qui a sauvé déjà le club d'une certaine manière, alors qu'il est un peu empêtré parce que fatalement tout l'argent allait sur le stade dans les années 2010-2016. Donc c'est là qu'il n'y avait plus d'argent pour aller recruter des joueurs. Du coup, on a fait confiance au centre de formation. Mais il y a vraiment cette volonté d'inscrire le club dans une durée. Alors oui, le problème, c'est que je peux comprendre de l'extérieur, notamment dans cette période où il agace beaucoup de monde, mais le problème, c'est que c'est un personnage très clivant. Donc, si on dit du bien de lui, on va imaginer qu'on est inconditionnel. Si on dit en termes de journaliste, si on est contre, c'est vraiment, moi en tout cas, c'est un personnage fascinant qui ne lâche jamais rien. La preuve actuellement. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut imaginer que oui, il défend son club, le club n'est pas européen, ça va être une catastrophe économique, donc il défend sa paroisse. Mais il y a un moment donné aussi, il défend l'institution du foot, parce que je pense que pour la période actuelle, personne ne se rend compte des dégâts économiques que ça va engendrer pour un certain nombre de personnes. Alors, on se focalise sur les gros salaires, les joueurs, LinkedIn, etc., qui ne baissent pas leur salaire. Mais c'est tout, un joueur de foot, ça fait travailler 46 personnes. Et c'est ces 46 personnes derrière qui vont avoir des difficultés, même aux jeunes journalistes qui n'ont pas de pige, qui n'ont pas de. Voilà, donc c'est difficile, c'est tellement créer une image de défendre son club et tellement clivant que c'est difficile d'imaginer qu'il travaille pour l'intérêt général. Alors qu'il y a quand même une partie où mine de rien, vu qu'il est leader, il y a un moment donné, derrière, des personnes qui vont en profiter. Moi, je me prendrais toujours cet exemple à un moment donné, il pestait qu'on avait beaucoup d'internationaux à l'OL et que certains internationaux revenaient de l'équipe de France notamment blessés. Et il a trouvé que c'était pas normal, liste des assurances, etc. En plus, il se blessait alors qu'il était payé par le club, en l'occurrence l'OL, il se blessait en équipe de France et que du coup, s'il était blessé, il ne jouait plus pour le club en question. Et donc pendant la période où il était en équipe de France, et après pendant la période où il était blessé, le club le payait alors qu'il avait joué, il s'était blessé pour une autre équipe. C'est la jurisprudence Eric Abidal. Mm. Et en fait, il a tellement bataillé à haut niveau que maintenant, les clubs et tous les clubs du monde ont une indemnité à chaque fois qu'il y a un club, un international un joueur qui est pris pour la sélection. Donc en fait, oui, au départ, il pestait contre un joueur à lui, pour un joueur à lui, en l'occurrence Eric Abidal, mais au final, maintenant, tout le monde en profite. Donc, D'accord. de l'intérêt particulier à l'intérêt général, voilà, il y a quand même ce regard. En partant, voilà, ça le concerne. Et je suis foncièrement, je suis certain que si l'OL était qualifié en Ligue des Champions, il ferait le même, il aurait la même vaillance pour l'actualité de reprendre, parce qu'il sait très bien que sans les droits de la Ligue des Champions et le droit TV jusqu'à la fin de la saison, là, oui, c'est compensé par un emprunt, mais qui dit emprunt dit remboursement. Quoi. Donc, D'accord. en fait, voilà. Et après, il faut parler de durée, que c'est quelque chose dans le temps, c'est quelque chose d'important à tous les niveaux. Là, ça fait 32 ans qu'il est là dans le foot, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est un personnage parfois difficile à travailler avec lui, des fois très charmant, des fois très batailleur, des fois c'est facile de travailler avec lui à distance, des fois ça l'est moins. Euh,
c'est quelqu'un en tout cas, on peut qu'être admiratif devant tout ce qu'il a fait, qu'on soit journaliste, supporter, voilà, parce qu'il a fait quand même, il laisse quand même une trace déjà maintenant incroyable. En fait. Donc, moi, je tire son chapeau notamment au niveau du foot féminin, par exemple, parce que personne n'y croyait. Voilà, il est parti là-dedans. Là aussi, il a fait évoluer les mœurs. C'est malheureusement la société maintenant. On va plus retenir certaines choses, certaines déclarations, que tout ce qu'il a fait de bien, parce que le foot féminin, ça quand même, ouais, ça s'est bien développé quand même. Hein. Et, il y a eu Nicolin, il y a eu la famille Nicolin, il y a eu, et maintenant il y a l'OL, et puis voilà, donc il y a beaucoup de choses quand même qu'il a faites, et l'histoire, bien évidemment, lui rendra, mais dans le quotidien, c'est vrai que je peux imaginer que de l'extérieur, c'est quelqu'un qui est mal vu dès qu'on sort de l'OL. Mais je crois que la formule, c'est qu'il avait trouvée, tout le monde est contre, mais tout le monde le voudrait comme président de son club. En fait. D'accord. Et derrière, Ça résume bien la chose. et derrière, justement, ce président vigoureux, batailleur, l'homme, à quoi il ressemble? C'est qui, enfin, selon vous, c'est qui Jean-Michel Aulas dans l'intimité? Est-ce que c'est quelqu'un de. Enfin, je sais pas, je me demande. Euh, Ben, c'est quelqu'un qui travaille sans arrêt. Ok. Voilà. Il ne faut jamais oublier que quand il avait l'OL dans les grandes années, il avait aussi sa société, la Cégide, qui avait 1500 ou 2000 employés. Et donc, c'est sans arrêt. Quoi. Sans arrêt en éveil, c'est quelqu'un qui dort très peu, qui est toujours entre deux avions, entre deux idées, quelqu'un qui demande énormément de sacrifices aux gens qui sont autour de lui, et c'est assez exigeant. Euh, ouais, voilà, c'est quelqu'un de. De toute façon, s'il y a tout ce qu'il a eu là, c'est parce qu'il a énormément travaillé. Hein. Il a des outrances. Oui, il a des outrances dans ses tweets. Moi, j'aime pas quand il lance en pâture des confrères. Ça m'est arrivé une fois ou deux confrères. Il fait ceci, il fait cela. Voilà, il a pris Twitter à pleine main pour se défendre. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'il a sa fortune personnelle dans le stade à un moment donné. Euh, c'est son argent. Et justement, vous parliez de Twitter. Est-ce que selon vous, c'est une stratégie ou est-ce que c'est vraiment naturel finalement? Est-ce que c'est. Ouais, bah en fait, il est allé là-dedans parce que il pensait peut-être. Euh, il a toujours, quand il y avait au début, quand il a commencé, il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui suivaient l'OL. Et donc, c'était encore à l'époque des fax ou des choses comme ça. Donc, ils pouvaient, ceux qui parlaient du club, les remettre un petit peu En place. dans le sens qu'ils voulaient, par l'intermédiaire d'un fax ou d'un appel à la direction ou d'un mail. Ensuite, il y a eu son site internet et sa télé, donc là où il pouvait dire les équilibrations d'un tel, les contre-vérités d'un tel, etc. C'était sa manière de compenser. Et après, il y a eu les réseaux sociaux où là, il s'enfilait, en fait. Donc, c'est sa façon de livrer sa vérité, alors qu'il a déjà beaucoup de moments où ouais, il parle énormément, hein. D'accord. Mais c'est son moment où il va se défouler. Alors, il s'est un peu remis, un peu, on va dire, à l'endroit, parce qu'il y a un moment donné où il répondait trop aux supporters fougueux ou aux supporters adverses qui m'insultaient, etc., etc. Donc là, il s'est un petit peu calmé de ce côté-là, mais on le voit bien actuellement. Hein, il fait rail, c'est là-dessus qu'il crée son. Maintenant, il y a une vraie stratégie. Voilà, il est allé un peu dans le Far West, là, il est allé sur les réseaux sociaux un peu dans le Far West, il s'est pris un peu. À un moment donné, il a perdu beaucoup de temps, parce que c'est chronophage, mais là maintenant, c'est son mode de fonctionnement. Mais n'oublie pas non plus de parler aux journalistes, parce que ça sert aussi quand même de parler aux journalistes. Pourquoi Lyon n'est pas plus aimé en France? À cause je crois, à cause de Jean-Michel Aulas, ou à cause, ou parce que c'est un personnage clivant et qui, je peux comprendre de l'extérieur. Moi, alors, peut-être tu peux taxer le Lyonnais sur l'affaire, mais
en suivant très concrètement ce qui se passe actuellement, oui, on s'est précipité pour ne pas reprendre, pour arrêter le foot, mais c'est pas une, moi, franchement, c'est pas une histoire que maintenant, l'année prochaine, il n'y aura pas de Ligue des Champions, hein. Économiquement parlant, c'est quand même important. Donc je peux comprendre tous ces excès à ce niveau-là, de ne jamais rien lâcher. Euh, ça, Oui, mais ce qui est... dans un milieu où en plus il y a beaucoup de mauvaise foi fatalement véhiculée, parce que si on est supporter de l'OM ou de Paris Saint-Germain, on va être contre l'OL, et puis lui contre Jean-Michel Aulas peut-être. Voilà, il y a cette donnée-là, puis lui il donne quelque part un peu le bâton pour se faire battre à ce moment-là. Mais il aime bien aussi batailler, hein. Ça lui plaît ce côté-là. Donc, je pense que sans Jean-Michel Aulas, l'OL serait peut-être mieux aimé, mais est-ce que l'OL serait l'OL actuel sans Jean-Michel Aulas? D'accord. Et, C'est une bonne question. et est-ce que vous ne pensez pas, après peut-être que ça fait partie de la stratégie, mais que finalement il y a peut-être eu euh, erreur entre guillemets à essayer peut-être de rivaliser côté affectif avec Sainté et peut-être rivaliser avec le côté, on va dire, prestigieux de l'Olympique de Marseille? Après, chacun a son. C'est vrai qu'il y a le. Euh, qu'on- ouais, de toute façon, il faut prendre une place à un moment donné. Donc, D'accord. et puis après, c'est vrai qu'en France, il y a un moment donné où, d'une certaine manière, c'est Hervé Renard qui m'expliquait, vu de son regard, on va dire, désormais extérieur, j'allais dire africain, mais d'un autre continent, et en Arabie Saoudite aussi, où je vois bien de l'étranger qu'en France, on n'aime pas les gagnants, hein. Et vu qu'en plus, à un moment donné, bah, l'OL gagnait, et qu'en plus, avec cette supériorité un peu affichée, cette véhémence d'un homme qui est là, et qui va. Voilà, donc ça rajoute peut-être qu'en Afrique, en Arabie Saoudite, la même personne, bah, parce qu'en en Amérique, hein, va gagner, bah, ça va pas être un handicap, ça va être un atout. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.